Vivre prisonnier de sa maison durant des années, des subventions mal adaptées aux besoins des personnes handicapées. C'est impensable qu'il y ait 3500 autres personnes dans ma situation, puis qu'ils soient pris toute la gang à attendre 2-3 ans. Là. À Sainte-Catherine-de-Hatley, les droits acquis. On sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça finit. La municipalité fait rien. Elle attend voir s'ils ont le droit ou s'ils n'ont pas le droit. Après avoir mené une double vie durant 9 mois, cette camionnette redevient fidèle à un seul propriétaire. Moi, je remercie bien gros JE dans ça, là, parce que ça n'a pas été 2 ans, je serai au même point de départ que j'ai au commencement. Et enfin, après avoir vécu l'enfer au Sénégal, cette jeune coopérante internationale vit l'abandon à son retour au Québec. Tout le monde se retire, personne n'est responsable. Bonsoir et bienvenue à JE. Être prisonnier d'un fauteuil roulant, d'une maison qui n'est pas adaptée à nos besoins ou d'une liste d'attente. Au Québec, il y a 3000 personnes handicapées qui vivent cette triste réalité tous les jours. Et ce n'est pas demain la veille que ça va changer, parce que le nombre de personnes handicapées augmente plus vite que les subventions du gouvernement. Si bien que la situation est devenue catastrophique. Une personne handicapée dont le cas est pourtant prioritaire doit attendre au moins 2 ans avant même qu'on commence à regarder son dossier. S'il arrivait quelque chose, par exemple un incendie, moi je suis confiné au sous-sol. Donc je vais appeler les pompiers, mais s'il n'arrive pas assez vite, je vais brûler. Je suis confiné à faire mes soins d'hygiène au vu et su de tout le monde. Là. Au moins, si c'est adapté, qu'il puisse contrôler sa porte, qu'il ait son contrôle d'environnement, bien là, à ce moment-là, il est plus autonome, puis peut-être que ça me donnerait un petit peu de liberté. C'est pas pensable de vivre 2 ans comme ça, moi, ça me décourage. C'est impensable qu'il y ait 3500 autres personnes dans ma situation, puis qu'ils soient pris toute la gang à attendre 2-3 ans. Là. Ben non. Stéphane Brané, 37 ans et père de 2 enfants, est quadraplégique depuis un mauvais plongeon dans une piscine. 10 ans après le drame, il décide avec ses parents d'acheter une maison qu'il peut facilement adapter à ses besoins, moyennant quelques travaux. Il m'a demandé de venir voir si c'était facile à adapter, puis si ça répondait là, à ce qu'on pouvait s'attendre d'être autorisé avec la SHQ. Le 11 février 2004, l'ergothérapeute France Verville recommande le cas de Stéphane au programme d'adaptation de domicile de la Société d'habitation du Québec. Il compte sur une subvention qui peut atteindre jusqu'à 16 000 $ pour l'exécution des travaux. Ce qui est prévu, c'est d'avoir un contrôle à distance, un système d'ouverture automatique de la porte de garage qui va pouvoir actionner lui-même. Donc, avec ça, Stéphane devrait être autonome pour entrer et sortir de la maison. À l'étage, à l'endroit où il habite avec sa famille, il y avait à regarder l'adaptation de la salle de bain en lien avec la chambre pour faciliter les soins. C'est ma mère qui me couche. 7 soirs par semaine, elle fait ça tout seul. À un moment donné, c'est dangereux, elle peut se blesser, puis là, je vais avoir bien des problèmes. Tandis qu'avec les adaptations, bien, ça va améliorer ça. Premièrement, le côté sécuritaire, puis deuxièmement, le côté hygiène. Aller au bain, je pense que pour moi, c'est essentiel. Ce qu'on souhaiterait obtenir, c'est un système de lève-personne sur rail au plafond pour faire le transfert, là, soit du lit au fauteuil ou du fauteuil au bain. Le jour même de l'envoi du rapport de l'ergothérapeute pour une demande d'aide prioritaire, Stéphane reçoit un accusé de réception de la SHQ. Il devra attendre au moins 2 ans avant qu'on commence à s'occuper de son cas. L'installation va se faire tout de suite après 2 ans ou s'il y a encore des délais? Il y a encore un autre délai. Et aussi, dans le temps d'attente, on n'a pas le droit de faire rien du tout. On ne peut pas faire une adaptation temporaire, ce ne sera pas défrayé. Sophie Langteau dirige la Société Logique, un organisme qui prône l'accessibilité pour les personnes handicapées. Elle déplore le manque récurrent de ressources financières dans ce programme qui reçoit en moyenne 1500 nouvelles demandes chaque année. En mars dernier, on avait près de 3 900 personnes en liste d'attente. Et le budget de 4,2 millions que le gouvernement avait jusqu'en mars dernier, ça permet de réaliser à peu près 325 dossiers par année.
Donc, quand on parle de 24 mois, là, je ne sais pas comment on peut dire 24 mois. Si on divise 3 900 personnes par 325 dossiers par année, ça donne 12 ans d'attente. Cette année, Québec a accordé 40 millions de dollars sur 3 ans au programme d'adaptation de domicile de la SHQ. Malgré cela, il y a toujours une longue liste d'attente. Et la seule raison valable pour obtenir rapidement une subvention, c'est d'avoir un faible revenu. On ne tient pas compte de la personne ou de son handicap. Nous sommes passés de budgets qui étaient autour de 4 millions à maintenant autour de 13 millions pour l'adaptation de domicile. On faisait 300 cas, on a fait maintenant 1200 cas par année. On est passé d'un délai de 9 ans à 2 ans. Alors, il y a encore du millage à faire, là, mais la situation est difficile pour beaucoup de monde. C'est comme pas cohérent là, qu'on soit obligé, nous autres, les accidentés de loisirs ou les personnes qui ont des maladies dégénératives, là, qu'on parle de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de dystrophie musculaire, qui sont aux prises avec le même problème. Moi, je ne peux pas concevoir qu'on soit pris avec une liste d'attente pour des cas comme ça. L'accès au logement ou à la maison ou les soins d'hygiène, c'est un besoin essentiel. Le mandat qu'on s'est donné, c'est de ramener ça dans des délais qui sont usuels, puis on veut que ça tombe en bas de l'année, là. Tombée d'une échelle il y a 20 ans, Cécile Hélène Vaujas a attendu pendant 3 ans et demi avant d'obtenir une subvention pour adapter sa maison. On entend beaucoup plus parler du mot bien-être, mais du mal-être, là, nous autres, on vit ça. Et j'ai l'impression que ce programme-là, d'abord, il est confié à la SHQ. Bon, c'est pas un service de santé, la SHQ. C'est vrai que si c'est des normes de construction, il faut savoir si les normes de la ville te permettent, etc. Mais y aurait-il quelque chose qui pourrait se concilier entre le ministère de la Santé et la SHQ, là, qu'il y ait des gens communs à ces ministères-là pour qu'à un moment donné, ils sentent qu'est-ce que c'est la douleur? On ne tient pas compte de la situation de la personne, le degré de son handicap, l'urgence dans laquelle la personne se trouve. La façon de fonctionner, c'est de nous assurer, nous, que nous ayons de la documentation à l'effet qu'il s'agit de personnes qui ont besoin d'adaptation de domicile. Donc, forcément, la santé dresse ce portrait-là. J'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, c'est-à-dire que je ne peux pas engager moi, je ne peux pas donner le ministère de la Santé. Là. Nous, on est là, ce qu'on appelle communément l'aide à la pierre dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on fait de la construction. Stéphane Brané a peut-être perdu l'usage de ses membres, mais il n'a rien perdu de sa détermination. Il est étudiant d'administration et siège sur quelques CA et il a fait une demande d'aide prioritaire. Voici ce que répond la SHQ. La situation de M. Brané ne peut être considérée plus problématique que celle vécue par l'ensemble des clients inscrits sur la liste d'attente du programme d'adaptation de domicile. Est-ce que c'est habituel, ce genre de réponse-là? C'est habituel, oui. Que je n'aie pas accès au bain, que je fasse une plaie, que je me ramasse à l'hôpital, une chirurgie, encore 60-70 000 de dépenser pour rien. C'est pas prioritaire, ça, c'est pas grave. On peut regarder un cas puis se dire, ben tiens, on va laisser faire, on va le passer par en avant de l'autre. Mais qu'est-ce qu'on vient de faire du cas qui vient de reculer, qui était aussi prioritaire? Si vous le connaissiez, vous le trouveriez aussi prioritaire. Alors, qui sommes-nous dans des cas identiques pour dire, ben lui, il va passer en avant de l'autre? Il ne faut pas se leurrer, là. Quelqu'un qui me fait une demande d'adaptation de domicile puis qui est prêt à attendre plusieurs années, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire les travaux puis qui vit des problèmes qui sont quand même importants. L'autre alternative, ce serait que je le paye. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. L'adaptation ici est évaluée à environ 25 000. Même si Stéphane a déclaré un gain de 23 000 $ l'an dernier, il n'est pas admissible au traitement prioritaire en fonction du revenu parce qu'il vit avec ses parents qui, eux aussi, déclarent un revenu. Pour qu'un traitement soit prioritaire, il faudrait que je sois en dialyse, que je sois pratiquement mourant. Puis encore là, il y a plein de personnes qui ont été sur la liste d'attente et qui sont décédées avant d'avoir les adaptations. Après plusieurs années d'attente, le montant maximal de 16 000 $ par subvention ne suffit jamais à couvrir la note. Cécile Hélène Vaujas en sait quelque chose, elle n'a reçu que 13 900 $. La facture globale
et de 21 000 $ pour une rénovation comme celle-là. Les gens ont un montant à débourser, là, malgré la subvention qu'ils reçoivent, qui peut être assez important. Et dans bien des cas, les gens n'ont pas les moyens de mettre ce montant-là. Donc, les dossiers, même si c'était un besoin des gens d'une adaptation de domicile, ne peuvent pas se réaliser parce qu'ils ne peuvent pas payer la différence. Ça a coûté très cher. J'ai voulu emprunter à la caisse. Bien, je vais vous dire qu'il n'y a pas de champ qui autorise une caisse à te prêter de l'argent parce que c'est pas une plus-value pour ta maison. Même si quelqu'un a attendu 2 ans pour son adaptation, ça ne veut pas dire qu'il faut être capable de la faire. Parce que s'il y a 5, 6, 7 000 à débourser, quand on est handicapé, puis comme moi, ben, je suis aux études, je ne fais pas des revenus... je gagne pas le salaire d'un ministre, mettons. Si je garde le même budget et j'augmente les plafonds, je relance les délais d'attente, là, parce que je vais en faire moins. Quand on aura jugulé ces délais-là, peut-être qu'on pourra considérer d'autres avenues. Je ne dis pas qu'on le met de côté complètement, puis je sais que le problème existe. Mais bon, il y a le cadre budgétaire et tout ça. Si le gouvernement dit que ça leur coûte trop cher, moi, je leur dirais, les 120 jours que j'ai passés à l'hôpital, il y en a un certain nombre qui c'était du temps hospitalier bien important, mais les 120 jours, là, à 300 $ par jour, c'est proche de 36 000 $, ça. J'ai eu 13 900 pour faire mes travaux. Je ne demande pas, moi, du luxe, là. Je demande juste d'être autonome. Puis je coûte bien moins cher à l'État en étant chez nous, en étant aux études pour éventuellement faire un retour au travail, qu'en étant en institution où je coûterais probablement une affaire comme 500 $ par jour, là. Pour nous autres, c'est important que Stéphane vive avec nous autres. Il n'y a jamais été question de centre ou quoi que ce soit. On n'aurait jamais accepté ça. Mais un petit coup de main, en vieillissant, là, peut-être que j'aurais moins à forcer un peu, puis je pourrais toffer plus longtemps. Ici, quand je suis dans mon élément, je suis chez nous, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, je suis motivé au bout, là. Je veux bâtir ma vie ici. Donc, pour moi, c'est comme la subvention, ça passe tout par là, là. Malgré son handicap, Stéphane Brané est actif. Il s'occupe d'une fondation qui a été mise sur pied pour venir en aide aux personnes handicapées de sa région. Et récemment, une ergothérapeute lui a demandé de lui trouver d'urgence 30 000 $ pour adapter le domicile d'une autre personne handicapée. Ce qui est ironique dans tout ça, c'est que Stéphane Brané, lui, attend toujours sa subvention. J'ai l'impression que j'ai été brisée, puis c'est comme si, dans le fond, l'agression, ça avait comme tué la Mirlande, tu sais. Le train, puis la poussière, puis la senteur de fioum, puis quand il vide sa fosse septique, que le vent vient du nord, ça s'en met tout chez nous. Vous aimez la fragrance diffusée par un purificateur d'air électrique? Il y a une entreprise qui est en pleine zone résidentielle. Mais elle est là parce qu'elle a un droit acquis. Mais si l'entreprise grossit, est-ce que le droit acquis évolue lui aussi? C'est une question que se posent plusieurs voisins d'une sablière à Sainte-Catherine-de-Hatley, dans les cantons de l'Est. Sainte-Catherine-de-Hatley, une municipalité bucolique où les vaches broutent insouciantes. L'élevage, l'agriculture et la villégiature, ce sont d'ailleurs les seules activités industrielles permises par la MRC sur le territoire de la ville. Mais il y a des exceptions. Comme ici, dans le développement du charbon. C'est un droit acquis, juste un droit acquis. Un droit acquis. Droit acquis, là, on est droit acquis, là. Excavation Frognard et Fils prétend qu'il a le droit d'opérer son commerce comme il le fait, même s'il se trouve dans une zone résidentielle. Mais pour les voisins, ce droit empiète sur les leurs. Ils veulent retrouver leur quiétude. Le train, puis la poussière, puis la senteur de fioum, puis quand il vide sa fosse septique, que le vent vient du nord, ça s'en met tout chez nous. Ça. J'ai un balcon, j'ai juste assis la première fois le 25 octobre de l'année passée. Parce que je suis jamais capable de m'en servir l'été parce que ça mène trop de bruit. 98, 99, là, il s'est mis à s'étirer. On n'a pas fait de plainte à date, mais là, depuis 3 ans, là, la compagnie a grossi. Clément Turcotte, lui, avait pris ses précautions en 2000 avant de construire cette maison pour finir ses jours.
J'ai dit, je peux-tu me bâtir un commerce ici? Il a dit, il n'y a pas de commerce ici, il n'y a pas de factory, il n'y a pas rien, c'est résidentiel. J'ai dit, correct, m'a acheté mon terrain, puis je vais venir me bâtir ici. Moi, tout, c'est pour ça. Je lève ma famille, puis j'ai fait une bâtisse pour 100 ans, puis je partirai pas. C'était petit, c'était un garage pour réparation, puis il y avait juste 2 tas de terre, en fin de compte, un tas de concassé puis un tas de terre, puis c'était une petite opération, donc c'était pas inquiétant. Mais s'il a l'intention de grossir avec ses enfants, etc., bien content pour lui, mais il faudrait qu'il se trouverait un terrain vacant à quelque part pour mettre tous ses agrégats. Voilà ce qui embête le plus les voisins. La multiplication des transbordements d'agrégats à toute heure du jour et du soir. Excédés, Clément Turcotte et Sylvain Valcourt ont fait circuler une pétition au cours de l'été dernier. Une pétition signée par 20 personnes et qu'ils ont remis au conseil municipal. Mais les choses ne bougent pas assez vite à leur goût. Ils avaient eu 5 mois, ils avaient fait rien, il dit non. Il dit, ça ne grouillait pas. Ben, il dit, t'as le temps de commencer, là, les affaires. Ben, il dit, ça ne bougeait pas, puis on n'a pas rien fait. Ah, t'avais fort. T'avais une belle hiver comme ça? Il regarde. Il y a un avis qui a été envoyé au propriétaire vers la fin du mois d'août, donnant au propriétaire, à l'entrepreneur, 30 jours pour se corriger. Sur ce, j'ai eu des appels de Mme Frenière. Elle nous a répondu aussi par écrit en disant qu'il y avait des droits acquis sur tout l'ensemble de leurs activités. Voilà le nœud du problème, les droits acquis. Les droits acquis, c'est un concept qui vient protéger quelqu'un qui a commencé à faire une utilisation d'un terrain ou d'un bâtiment de façon tout à fait légale à une époque où l'usage ou la construction était permis par la réglementation de zonage de la municipalité. Excavation Frenière et Fils a-t-elle le droit d'entreposer autant d'agrégats et peut-elle faire circuler autant de camions dans ce secteur résidentiel? Les droits acquis vont se perpétuer, ça peut même être en faveur d'un acquéreur subséquent, à la condition toutefois qu'il n'y ait pas cessation d'usage ou changement total de vocation. GIE a retracé l'histoire du terrain litigieux. À la fin des années 60, Claude Ducharme, un cultivateur, a décidé de vendre ses terres et a démarré une petite compagnie de transbordement de gravier et d'excavation pour des champs d'épuration. Mario Ducharme a travaillé pour la compagnie de son père, aujourd'hui décédé. Au début, c'était à côté de la maison familiale. Puis après ça, la municipalité voulait lui faire enlever à côté de la maison, vu que c'était direct dans le développement central. Fait qu'ils ont laissé un droit de construire un garage pour mettre sa machinerie dans le développement. L'entreprise d'excavation a été en opération pendant environ 6 ans, jusqu'à la mort de Claude Ducharme. Ensuite, pendant 1 an, les fils se sont servis de la machinerie pour leur usage personnel avant de vendre le garage à TransCanada Isolation. Ils m'ont dit qu'il fallait que ça reste un garage. J'avais 1, 2, 3 camions. Tout ce que vous faisiez, vous, c'est de mettre vos camions dans le garage? Oui, puis je faisais ma mécanique. Ronald Lucier a vendu sa compagnie en 1988. 1 an plus tard, Excavation Frenière et Fils s'est porté acquéreur du garage. 1 an où, nous a-t-il dit, il n'y a pas eu activité commerciale. Et pour maintenir un droit acquis, il faut justement qu'il y ait une continuité des activités permises. Normalement, les règlements municipaux prévoient une durée de cessation pour qu'il y ait perte de droits acquis. Il y a certains propriétaires qui ont eu des activités moindres, donc la reprise de ça devient problématique à ce moment-là et il y a cessation des droits acquis pour ces activités-là. Je pourrais vous dire que la norme, c'est 6 mois, mais j'ai vu des cas où la cessation pouvait être un peu plus longue que ça, sans qu'il n'y ait perte de droits acquis. À Sainte-Catherine-de-Hâtelé, cette prescription est d'1 an. La Ville a finalement envoyé un avis d'infraction à Excavation Frenière peu de jours avant le passage de GIE dans la municipalité. On demande de cesser les activités et en même temps, on avise le citoyen qu'il est passible d'une amende de 1 000 $, dont 1 000 $ par jour. Dans un cas d'entreprise, ça va même jusqu'à 2 000 $. Si elle refuse,
La cause sera entendue devant les tribunaux. La personne qui prétend aux droits acquis doit démontrer que son utilisation actuelle est la même. La Ville aurait pu aussi choisir d'encadrer un peu mieux les activités d'excavation frenière avec son règlement sur les nuisances en le rendant plus contraignant. Actuellement, les travaux bruyants sont interdits de 22 heures à 7 heures. Jusqu'à date, le Conseil ne s'est pas penché sur cette option-là. Elle est ouverte. La municipalité fait rien. Elle attend voir s'ils ont le droit ou s'ils n'ont pas le droit. Un droit acquis, c'est un droit acquis. Ça grossit pas, ça. Il faut comprendre que la personne qui a commencé, qui a des droits acquis, on ne peut pas décider que cette personne-là, parce qu'il y a eu un changement par une volonté politique quelconque dans l'utilisation permise du terrain, cette personne-là va être confinée pour le restant de ses jours à être un gang petit. Excavation Frenière et Fils a annulé une rencontre prévue avec JE. L'entreprise veut prendre le temps d'examiner la réglementation pour s'assurer qu'elle ne contrevient à aucun règlement ou aucune loi. Si tel est le cas, l'entreprise promet de remédier à la situation. Moi, j'ai une propriété de 200 000, là. Je paye au-dessus de 1600 $ de taxes. Je vois pas pourquoi qu'un petit cul qui paye 200 $ de taxes vont me casser les oreilles. On aimerait qu'il y ait une meilleure collaboration de sa part avec son environnement. Là, si ça ne se règle pas cette année, qu'est-ce que vous allez faire? Déménager? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. On va attendre encore un petit peu. Vous êtes prêt à attendre jusqu'à quand? Votre patience a des limites? Oui, là, je m'en viens à bout de patience. La Ville de Sainte-Catherine-de-Hatley va demander prochainement à la Cour supérieure d'obliger Frenière Excavation à s'en tenir à ses activités originales, c'est-à-dire cesser d'entreposer et de transporter du sable et du gravier. C'est donc la Cour qui va trancher. Mais en attendant, les citoyens vont devoir continuer à endurer le bruit et la poussière. C'est particulier pour un organisme de solidarité. Je suis désolée, on n'a pas de commentaires à faire sur le dossier. C'est réglé pour de bon, là. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ben. Refusait de l'immatriculer parce que le véhicule était déjà enregistré en Indiana, aux États-Unis. À JE, nous avons réussi à démêler le parcours de la camionnette. Mais d'abord, voyons comment tout ça avait commencé. Jusqu'ici, Serge Martin a toujours opté pour des véhicules neufs. Mais l'été dernier, lorsqu'il passe devant un concessionnaire de voitures d'occasion dans son quartier, son regard est attiré par ce Ford Expedition 1997 qui affiche 122 000 km au compteur. Le concessionnaire en demande moins de 20 000 $. Pour cet amateur de belle mécanique, c'est le coup de foudre. De me gâter un peu, c'est d'avoir le véhicule que j'ai toujours rêvé, que j'ai pas les moyens de me payer. Puis avec le deal qu'il y avait là, tout ça, puis la propreté du truck, comme quand j'ai été le vérifier, il m'intéressait. C'est mon épouse qui m'a dit le dernier coup, elle m'a donné le coup de grâce, elle m'a dit, gâte-toi. Serge Martin achète le véhicule. Il sait que ce Ford Expedition a été volé puis retrouvé dans le passé. Il est alors doublement prudent. J'ai fait faire enquête pour qu'il y avait des créanciers dessus. Il n'y a pas de créanciers dessus. Mais quand j'avais tout vu les papiers, j'étais moins incrédule. Je disais, il a les papiers des mains. Puis il fait les papiers des transactions, puis ça, on dit, on va aller au bureau du centre, puis ça va se faire. Mais une mauvaise surprise attendait M. Martin. La Société de l'assurance automobile du Québec refuse d'immatriculer son véhicule. Avec tous les papiers qu'on a eus, moi, je dis c'est une personne qui n'a pas fait son ouvrage de quelque part. C'est que le véhicule aurait été envoyé à l'encan et qu'un concessionnaire ou marchand à Indianapolis aurait tenté d'enregistrer le véhicule au cas où, s'il l'achète, quand il sera rendu sur place, pour le revendre plus rapidement. Finalement, par le temps que le véhicule soit mis sur le transport, puis envoyé, livré aux États-Unis, l'acheteur américain a décidé qu'il ne voulait plus. La Société d'assurance automobile du Québec considère toujours le véhicule comme étant enregistré en Indiana. Pendant ce temps, le véhicule de M. Martin rouille sur place.
Il s'agit seulement que d'une erreur administrative qui devrait être réglée le plus rapidement possible. Il faut qu'Indianapolis écrive que le véhicule n'est pas là-bas, je crois. Alors, Québec, suite du fait qu'ils n'ont pas ce lettre-là, ils ne veulent pas débloquer le véhicule. Puis il est vraiment ici, le véhicule. C'est M. Martin qui est en possession du véhicule. Il a été identifié par 2 corps de police, qui est la Sûreté et la police de Saint-Eustache. Envoyez un inspecteur de Québec, venez voir si c'est vrai, qu'est-ce que la police dit. Si vous n'avez pas confiance à la police, venez le voir, vous autres. C'est un trophée dans une cour. Grâce à l'intervention du Bureau des véhicules automobiles de l'Indiana, on a pu retracer l'acheteur américain de la camionnette. Mais pour que ça se règle, ça a pris toute une série d'échanges et d'interventions entre JE, la SAC et le Bureau des véhicules automobiles de l'Indiana. Enfin, après tout ce temps, la camionnette a pu être immatriculée au Québec et M. Martin en est l'unique propriétaire reconnu. Oui, tout est fait, que c'est On va tomber chez deux vous allez oreilles. pouvoir circuler avec sans problème. Ah, mais là, c'est réglé pour de bon, là. C'est vrai, c'est fait. Hein? Bon, Là, ben, c'est fait. félicitations. Là, on peut dire que... Il est à vous, là. Il est à moi, puis il y a 100%. personne peut y toucher, là. C'est ça. À la suite de l'intervention de JE, le Bureau des véhicules automobiles de l'Indiana a demandé à la police de Saint-Eustache d'authentifier une nouvelle fois le Ford Expedition de M. Martin. Puis l'acheteur américain a signé une renonciation définitive sur le véhicule. Après cette mise en règle avec les douanes canadiennes, Serge Martin s'est présenté au bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec pour mettre un point final à son histoire. Là, moi, c'est fait. J'ai dit, là, moi, j'en reçu bien gros JE dans ça, là, parce que ça n'a pas été 2 heures, je serai au même point de départ que j'ai eu au commencement, il y a 9 mois. Là, vous allez rouler en paix, l'esprit tranquille. Oui, monsieur, puis on va du plaisir un peu. Puis on va la paix. C'est sûr que quand tu pars en stage, tu es toute motivée, tu dis pas que tu vas te faire violer ou que tu vas être malade, ou donc tu penses pas nécessairement à ça. Oh, génial, de la vaisselle. Des immigrants illégaux. Une enquête choc qui se poursuit demain dans le Journal de Montréal. Partir à l'aventure, vouloir changer le monde. Près de 400 jeunes Québécois participent à des stages humanitaires dans les pays pauvres. Ça devrait être une expérience enrichissante. Mais pour Myrlande Demers, qui est allée au Sénégal, ça a été tout le contraire. Elle a été victime d'un viol collectif. Et rien pour l'aider, une fois revenue au Québec, elle a été abandonnée par ceux-là même qui l'avaient envoyée. Myrlande n'a que 16 ans lorsqu'elle remplit les premières pages de son album de voyage. C'est un beau stage, ça m'a donné pas mal la piqûre, là, je dirais, là, quand j'étais là-bas, là, de travailler avec les gens, puis de sortir de notre confort, de dormir dans des hamacs, de voir c'est quoi le quotidien là, de d'autres gens là-bas. Puis aussi de se retrouver tout seul aussi, comme noir au Salvador, il n'y en avait pas trop, là, fait que j'ai plus l'attrait que les gringos et les gringos. C'est rigolo pour ça. Ce voyage est donc la première escale d'un itinéraire qui conduit la jeune femme à plusieurs endroits sur la planète. Indonésie, Mali, Sénégal, Hong Kong, République dominicaine et Haïti, pays de ses origines. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Intolérance Zéro. Animatrice de télé communautaire, des études en économie politique en poche, elle sera entre autres au Brésil pour couvrir le Forum social mondial. Alors, Myrlande, s'il te plaît. On la réclame pour animer des conférences. Je présume que si vous êtes ici, c'est à cause que vous avez à cœur un monde plus juste et plus équitable. Ouais. Énergique, une partie de Myrlande est pourtant maintenant éteinte. J'ai l'impression que j'ai été brisée, puis c'est comme si, dans le fond, l'agression, ça avait comme tué la Myrlande, tu sais. C'est sûr que je parle un peu avec ma psychologue, comme ça avait tué la Myrlande d'avant. Depuis 1 an, la jeune femme se déplace en fauteuil roulant. Épuisée physiquement, moralement et financièrement,
Ses voyages se résument actuellement à se rendre à l'hôpital pour des examens. La dernière page de son album de voyage en est une sombre. Juillet 2003. Myrlande est à Dakar, au Sénégal. Envoyée par l'organisme Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, elle supervise 7 jeunes de 18 à 25 ans pour un stage sur les droits humains. En revenant un soir d'une réunion, elle est victime d'un viol collectif dans l'appartement loué pour le stage. J'ai essayé de débarrer ma porte, puis j'ai eu de la misère. Ça a dû me prendre une quinzaine de minutes. Je me dis, eux, ils ont dû me voir. Ils devaient savoir que j'étais seule. La porte était barrée, il n'y avait personne autour de moi. Puis peut-être qu'ils avaient observé d'autres mouvements que j'avais faits avant. Puis les allers-retours. Les allers-retours qu'ils m'avaient vus auparavant. Puis ça fait que là, bon, j'en revenais seule, donc c'était le bon moment pour agir. Fait que moi, j'étais comme concentrée sur la clé et essayer d'ouvrir ma porte. Puis quand j'ai réussi à ouvrir ma porte, ils étaient là, ils m'ont poussée dans l'appartement. Ça se trouve à être les portraits robots des agresseurs? Oui. Donc j'ai fait ça quand je suis revenue là, à la police de Lévis avec un portraitiste spécialiste. Puis c'est envoyé au ministère des Affaires étrangères, qui l'a envoyé à l'ambassade, qui l'a envoyé à la police. Je suis allée voir le médecin la journée même, qui a fait un examen gynécologique confirmant l'agression sexuelle. Puis là, j'avais pas mal tout qui m'était revenu dans la tête, l'événement. Donc, à ce moment-là, je suis encore pas mal en état de choc le soir. Des certificats médicaux sénégalais et québécois confirment l'agression sexuelle. Myrlande est seule responsable au Sénégal avec 7 stagiaires. Quelle a été la réaction ou l'appui que tu as eu de la part de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs? Ce qu'on m'a dit, c'est, je sais pas quoi dire, courage. Fait que ça s'est assez limité à ça. Ma mère avait fait des démarches au niveau... Quand l'événement est arrivé, a appelé les députés, l'ambassade canadienne, le ministère des Affaires étrangères, a tout fait les démarches finalement pour pouvoir m'aider via c'est pas l'organisme qui a fait ça? Non. C'est toute ma mère qui a fait ces démarches-là. Donc, puis heureusement, notamment via le secours, pour que je puisse avoir la trithérapie anti-VIH le plus tôt possible. Un traitement préventif contre le sida, une trithérapie, est donc commencé au Sénégal. 3 semaines s'écoulent avant qu'elle soit rapatriée au Québec. Rendu ici, on a décidé de poursuivre la trithérapie. Donc, quand je suis revenue, j'étais encore malade. J'ai fait des poussées de fièvre. Là, finalement, on a découvert que j'avais une hépatite. Donc, ça, c'est une autre des conséquences de l'agression sexuelle. Ayant aussi contracté la malaria, l'ensemble des infections combinées à la trithérapie et au choc post-traumatique l'affaiblissent, au point qu'elle se déplace actuellement en fauteuil roulant. Aucun support psychologique n'est défrayé par Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. Elle n'a plus de travail et les médicaments ne sont plus totalement payés, comme c'était le cas au Sénégal. Via le contrat, puis dans le cadre des stages, l'organisme est supposé prendre des assurances voyage. En tout cas, c'est assurance. Je ne sais pas si c'est écrit voyage à côté, mais des assurances qui couvrent le temps au moins que tu es au Sénégal. Donc, justement, rapatriement, maladie, qui sont supposés rembourser tes médicaments. Donc, dans ce sens-là. Puis tu es logé, nourri par l'organisme aussi. Les médicaments n'étant plus payés, Myrlande doit se tourner vers le régime public et débourser la différence pour ses nombreux traitements. Ça te coûtait combien par mois? Si on met les médicaments, le transport à l'hôpital, on tourne un bon 300-400 $ par mois. Par mois? Oui. Parce que les médicaments... sont payés en partie par le gouvernement. Donc, mais il reste une partie. Puis j'ai l'impression peut-être que l'organisme, c'est ce qu'il dit, c'est que le gouvernement va prendre ça en charge. Mais non, tu sais, il y a une partie qui est prise, mais le 400 $, il reste c'est qui va le payer? Tu n'as pas d'emploi, où est-ce que tu le prends, cet argent-là? Qu'est-ce que tu as as dans fait? Les airs, c'est ça. Bien, t'empruntes... de mobiliser des fonds, puis tu t'endettes finalement au bout du compte. Voici le contrat de Myrlande avec l'organisme. 2 pages dans lesquelles il est spécifié qu'elle reconnaît qu'il y a certains risques reliés à ce stage,
qu'elle accepte les conséquences et qu'elle dégage Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs de toute responsabilité à l'égard de tout dommage pouvant survenir. Tout cela en échange d'un per diem de 35 $ par jour pendant 111 jours. Qu'est-ce que vous pensez de ce document-là? Bien, c'est sûr qu'un contrat de travail international, d'habitude, c'est quelque chose qui est assez volumineux. Maryse Saint-Pierre est docteure en anthropologie. Ses recherches ont porté sur la coopération internationale. C'est un contrat tout simple qui ne précisait pas justement exactement quel était le statut légal de Mme Demers, ne précisait pas non plus quel était le domicile juridique du contrat. Donc, le contrat de travail, est-ce que c'est les lois canadiennes ou est-ce que les lois du Sénégal qui s'appliquaient? C'est sûr que quand tu pars en stage, tu es toute motivée, tu dis pas que tu vas te faire violer ou que tu vas être malade, ou donc tu penses pas nécessairement à ça là, dans ta tête, puis tu dis, tout va sûrement bien se passer, puis au pire, s'il arrive quelque chose, l'assurance voyage va couvrir, puis j'imagine va couvrir aussi s'il y a des conséquences ultérieures. Normalement, le contrat de travail se sépare en 3 parties. Toute la partie qui vient, le pré-départ, donc qui est responsable de quoi, le partage des coûts et des responsabilités, les droits et devoirs de chacun. Il y a une partie qui est sur une fois sur place, une fois sur le terrain, donc qui décrit généralement, résume le mandat de la personne, ses responsabilités et tout. Et une partie qui est qu'est-ce qui arrive au retour. Sans statut légal précisé, sans lien d'emploi formel avec l'organisme, Myrlande a dû se battre pour faire admettre qu'elle était une employée de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. Madame travaillait déjà pour l'organisme avant son départ pour le Sénégal. Il a fallu que le protecteur du citoyen s'en mêle. Alors, dans ce cas-ci, elle travaillait pour un organisme québécois. Alors, même si son travail se passait à l'étranger, alors pour nous, ça semblait assez évident que ce n'était pas une bénévole, mais qu'elle recevait un petit salaire. Sans ce lien d'emploi clairement reconnu, toute demande d'indemnisation à la CSST devient impossible. Alors, nous, on leur a demandé de revoir le dossier et d'analyser les arguments qu'on leur présentait. Et finalement, la commission a accepté notre point de vue et a considéré maintenant Madame comme une salariée, donc admissible. Moi, je dirais l'idéal, ce serait qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, pour les organismes, c'est qu'ils inscrivent leurs stagiaires, leurs accompagnateurs, accompagnatrices, même souvent, il y a les membres du conseil d'administration qui voyagent aussi, à la CSST. Donc, soit à titre de bénévole ou à titre de travailleur. Je me dis, si l'organisme, c'est soit la CSST ou sinon on prend des assurances invalidité, puis des conséquences, justement, donc pas justement une assurance voyage qui couvre seulement le voyage, puis une fois que tu as mis le pied dans l'avion, c'est fini. C'est une assurance qui couvre aussi les conséquences. Puis si tu es malade ou invalide pendant un an, qui te rembourse, qui te paie un salaire pendant ce temps-là. Le stage au Sénégal s'est réalisé grâce à l'argent du ministère des Relations internationales. Par le biais de son programme Québec sans frontières, le gouvernement provincial distribue 3 millions de $ par année aux organismes de solidarité internationale pour envoyer environ 400 jeunes à l'étranger. Le cas de Myrlande est tristement exceptionnel. Tellement exceptionnel que, visiblement, on n'a aucune idée comment le gérer. Quel est le support qui est offert à certains d'entre eux qui peuvent arriver, poquer d'une expérience parce qu'il est arrivé, comme il arrive parfois lorsqu'on est à l'étranger, des mésaventures? Ça, c'est la même chose. Je pense que la meilleure réponse pourrait vous être donnée par les organismes. Chaque organisation a sa façon de faire. Je pense que ça, pour avoir des réponses plus justes et adéquates, ce serait bien de s'adresser aux organisations. Bonjour, Karina Marceau, Radio TVA. Madame Bouchard? Oui. Oui. Bonjour. Allô. On vient sous les recommandations du ministère des Relations internationales parce qu'on est allé les rencontrer ce matin. Oui. Puis il me disait que finalement, c'était vous qui avez toutes les réponses à nos questions. Alors, est-ce que c'est possible que l'on se parle? Malheureusement, comme je l'ai dit à votre collègue, Mme Boudreau, on n'émettra pas de commentaires. Nous autres, au ministère, notre rôle, c'est d'assurer la gestion du programme dans son ensemble.
Quand vient le temps de la relation plus spécifique entre une participante et une organisation, là, ça relève pas de nous. Nous, on n'a pas de relation contractuelle ou juridique avec les participants. Tout le monde se retire, personne n'est responsable, puis finalement, toi, tu es tout seul dans ta merde, finalement, puis dans ton trouble et dans ton tourment, là. Mais vous ne pensez pas qu'au lieu de donner, par exemple, des honoraires d'avocat, ce serait Mme Demers aurait besoin de... Je suis vraiment désolée, Mme Marceau. Je vais tenir ma position. On n'a pas de commentaires à faire. Depuis une dizaine d'années, il y a eu une explosion, ça c'est sûr, qu'il y a une multiplication des opportunités de stages à l'étranger pour les jeunes. Il y a beaucoup d'organisations qui n'offraient pas de programme de stage et qui maintenant en offrent. Et comme je disais, les personnes qui sont derrière ça, qui organisent ça, n'ont pas une longue expérience eux-mêmes de la chose. Et le financement est difficile à trouver pour tout le monde, étant donné que la compétition s'accroît pour le nombre de ressources qui est disponible. En tout cas, j'espère toucher au cœur minimalement des gens de l'organisme qui ne reconnaissent pas en ce moment que c'est un accident de travail, qui finissent de leur côté par le reconnaître, que ce soit possible de négocier dans ce sens-là, parce que là, ça fait 1 an que je lutte pour ça, puis c'est ma santé physique et morale et psychologique qui en est rendue à plat. Puis j'étais une personne super dynamique, puis là, ben, je me retrouve rapla-plat, là. On fera pas de commentaires. Ce serait pas ça particulier pour un organisme de solidarité? Je suis désolée, on n'a pas de commentaires à faire sur le dossier. C'est sûr que moi, quand je parle de mon histoire aux gens, ça leur tente pas de partir en stage. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Je veux pas que les gens arrêtent de faire des stages parce que moi-même, c'est une passion, puis ça va en rester une. Mais je veux qu'ils partent protégés, puis je veux qu'ils partent avec des contrats de travail plus clairs que le mien, où est-ce qu'ils sont considérés comme employés officiellement, puis qu'ils ont des bonnes conditions de travail, probablement mieux payés aussi, puis qu'ils sont sûrs d'être protégés quand des choses comme ça vont leur arriver. Depuis, Myrlande Demers a reçu 2000 $ en indemnité de la CSST. À la Commission de la santé et de la sécurité au travail, on nous confirme que le dossier est toujours ouvert et que d'autres indemnités seront possiblement versées à la jeune femme. De son côté, Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs a changé ses pratiques. Dorénavant, tous ces nouveaux stagiaires en coopération internationale seront inscrits à la CSST. La région en action. On vous parle d'un jus de fruits naturel. Un jus capable de tout guérir, même le cancer. Un miracle de la science ou un mirage de mise en marché? Je peux comprendre que des gens soient prêts à payer 50 quelques dollars la bouteille en espérant que ça marche quand on leur dit en médecine qu'il n'y a plus rien à faire. Mais de l'autre côté, c'est des gens qui profitent de ces pauvres gens-là. Et voilà, c'est là-dessus que se termine l'émission pour cette semaine. Et encore une fois, n'oubliez pas nos numéros de téléphone. Si vous avez des problèmes, appelez-nous au 1-888-822-5353, par télécopieur au 514-598-3968 ou le courriel je@commercial-tva.ca. Et soyez assurés que tous vos messages sont lus et que tous les appels sont entendus. Là-dessus, bonne soirée, à vendredi prochain, 19h. Bonsoir. La distribution d'aide humanitaire se fait de plus en plus dans le désordre dans le nord d'Haïti. Dès l'arrivée de camions Gonaïves, les habitants affamés se ruent au point de distribution. On se bouscule, on se bat pour de l'eau.